Pourquoi Nuno Mendes, qui affronte le Sporting, son club formateur et son club de cœur, est un ballon d'or en puissance? Regardez, la machine est en train de... en gestation. On dirait Stranger Things, là, votre truc, là. Il est de retour chez lui, au Sporting? Pas du tout Stranger Things. Hein. Mais dans toute belle histoire... Si, quand elle est complètement dans la... Ça peut être Star Wars aussi. Ça suffit. Dragon Ball. Arrêtez avec Star Wars. Dans toute belle histoire d'un ballon d'or en puissance, il faut un storytelling en puissance, évidemment, un beau storytelling, comme dans Stranger Things, par exemple. Et lui, Nuno Mendes, il l'a. Regardez le petit Nuno, on a retrouvé la belle photo, né en 2002, qui a grandi dans un quartier de Lisbonne, une enfance pas évidente. Il a perdu son papa très jeune, il rejoint le centre de formation à l'âge de 10 ans. Et le 18 juin 2020, Ruben Amorim le titularise pour la première fois de sa carrière. Il a alors 17 ans et 364 jours. C'est le plus jeune joueur du Sporting à être titulaire depuis, vous l'avez évidemment, Cristiano Ronaldo, qui avait 17 ans et 245 jours. Il a très vite marqué les journalistes locaux, donc à Lisbonne, que l'excellent Jérémy Janingo, un ami du pourquoi, a croisé aujourd'hui. Un frère. Un frère. Ruben Amorim trusts him and put him in the first team, yeah, and gives to him the opportunity to do his first appearance at the Sporting team. He came up from the youth team in a time that Sporting was in a very difficult position, and he really changed the club. He shows personality, he shows aggressive attitude. He was one of the standouts of that season that he played, the first one, and that Sporting won the championship like 20 years after the last one. Et il va très vite rejoindre le Paris Saint-Germain. Été 2021 pour un tarif de 40 plaques. Ce qui, 40 millions, peut vous paraître beaucoup, mais pour le Paris Saint-Germain, c'est presque modeste à l'échelle de leur transfert. C'est le 25e transfert de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et quand on voit justement ce que donne aujourd'hui Nuno Mendes, on peut presque se dire qu'ils ont fait une affaire. Ah bah oui. Il arrive avec une belle réputation. Voilà ce qu'on peut lire dans l'équipe au lendemain de sa signature. Il impressionne l'Europe des scouts par son volume et sa maturité. Une révélation à la Eduardo Camavinga. Si les histoires sont différentes, difficile de ne pas faire le parallèle avec un certain Cristiano Ronaldo qui avait également quitté le Sporting au bout d'une saison chez les pros et presque au même âge. Le problème, c'est que ses débuts au Paris Saint-Germain, je ne vais pas dire qu'ils sont compliqués, mais ils sont délicats. Il était frustrant, il faisait des différences exceptionnelles offensivement, mais alors défensivement, c'était des portes de saloon. C'était encore brouillon, c'était vraiment à dégrossir. J'avais la crainte que cette culture défensive, cette obligation 2-3 fois dans le match de faire l'effort ultime pour aller chercher son vis-à-vis, sans faire la faute, sans faire l'erreur fatidique qui va apporter un penalty ou un carton rouge, j'avais des craintes. Et tu te disais, ben voilà, encore une fois, un joueur avec du talent qui est au Paris Saint-Germain, mais qui va peut-être pas faire suffisamment les efforts pour pouvoir en fait passer un cap. Il y a un homme indissociable à sa progression. Comme souvent au Paris Saint-Germain, quand un joueur est en pleine progression, en pleine explosion, il s'agit évidemment de l'entraîneur, l'actuel entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, selon Bruno Salomon, l'expert évidemment du Paris Saint-Germain. Moi je trouve que c'est vraiment sa rencontre avec Luis Enrique qui fait qu'il est devenu ce joueur extraordinaire. Alors oui, c'est un crack, mais je trouve que dans son expression collective, on l'a vu vraiment se développer grâce à Luis Enrique. Et cette rencontre, elle est hyper intéressante parce que sur les 2 années où ils ont travaillé ensemble, ce qui est assez intéressant, c'est de voir tout ce que lui a fait faire Luis Enrique, le travail défensif. De crack, en arrivant au Paris Saint-Germain, il est passé numéro 1 mondial. Et justement, regardez ce que disait Luis Enrique en septembre dernier en conférence de presse à propos de son latéral gauche. C'est assez élogieux, vous allez voir. C'est le type de joueur qui peut jouer où il veut. C'est un joueur avec une mentalité incroyable, qualité technique top, qualité physique top. C'est un joueur incroyable et il peut défendre n'importe quel que soit le joueur face à lui. Et en attaque, il a la qualité d'un joueur attaquant, un des joueurs les plus complets que j'ai pu entraîner pendant toute ma carrière. Et pourtant, il en a entraîné quelques-uns des sacrés joueurs, Luis Enrique. On vous a juste fait la liste pour vous montrer où est-ce qu'il place Nuno Mendes, un des joueurs donc, les plus complets qu'il a entraîné dans sa carrière. On rappelle qu'il a quand même entraîné Messi, Neymar, Suarez, Iniesta, Xavi, Ramos, Totti, Dembélé, Kylian Mbappé ou encore Vitinha. Mais Nuno Mendes, il a sa place là. Pourquoi? Parce qu'il est rapide d'abord. C'est le 9e joueur le plus rapide de la Champions cette saison, classement qui est dominé par Loïs Openda. Je ne sais pas si vous savez à combien il a été chronométré. Moi j'ai la réponse sous les yeux, demandez au copain. À combien il a été flashé? Alors on va mettre la petite infographie, la faire apparaître. Hop, il a été flashé à 34,4 km/h. L'an passé, il a aussi gagné 119 duels en Ligue des Champions. Et sachez que seul Evra a fait mieux sur une saison parmi les défenseurs au XXIe siècle. Bon, je dois quand même être honnête, il a joué plus de matchs. Mais bon, c'est quand même... Quand on voit les noms à côté de Nuno Mendes, ça montre que c'est un joueur assez intéressant. Des Maldini, des Lucio, etc. Il gagne des duels, il va vite, mais c'est pas tout.
Il a une caisse exceptionnelle, c'est un joueur fantastique à avoir joué. Toutes ses accélérations, ses prises de balles, c'est une arme de destruction massive pour le Paris Saint-Germain quand il est lancé et quand il est vraiment bien lancé. Moi, je ne lui vois pas de limite à la fois technique et physique. Et des joueurs comme ça, qui sont à la fois des athlètes hors normes et des joueurs avec une technique aussi fine, on les compte sur les doigts d'une main dans une génération. He's really one of a kind, and he's so young still. It's scary to think how much he can still grow. Moi, j'ai tendance à dire que Nuno Mendes, c'est un garçon qui demain peut jouer neuf dans au moins la moitié, si ce n'est les 3 quarts des clubs de Ligue 1. Ah oui, Je le prendrais bien à Nice, moi, en neuf. je pense qu'il a raison, Philippe. Oui, parce que la réalité, c'est qu'il en marque des buts. Hein. Bah, depuis le début de saison dernière, par exemple, c'est le meilleur défenseur, c'est le meilleur buteur, pardon, parmi les défenseurs en Ligue des Champions, devant Grimaldo, devant Hakimi. Comme quoi, ils ont des bons latéraux quand même, Dumfries et Ben Sebaini. Ah bon? Mais il a raison de parler de poste, Philippe, parce qu'on a quand même l'impression qu'aux yeux des votants au Ballon d'Or, malheureusement, il aura à jamais un poste qui ne permettra pas d'accéder au Graal. Regardez, ils sont seulement 5 à avoir été sur le podium d'un Ballon d'Or, 5 latéraux. Et il faut remonter loin, regardez, 63. L'illustre que vous connaissez tous, Karl-Heinz Schnellinger, on a Facchetti, Ruud Krol, Andreas Brehme en 90, à l'époque il jouait latéral, et puis Roberto Carlos. Alors j'ai pas mis Maldini, si jamais il y a des gens qui sont pas contents, parce que Maldini ne jouait pas latéral. Je précise qu'on a parlé de Manu Amoros, le français, qui était latéral en 86, 4e. Donc voilà, 4e, il n'était pas sur le podium. Voilà, on peut quasiment le mettre dedans. Bien sûr, bien sûr. Mais Ballon d'Or, bah, c'est récompenser le meilleur joueur du monde, et j'espère qu'un jour un latéral sera élu. Merci beaucoup, Adrien, merci à Florian. Baptiste Vautier qui vous ont aidé. Il y a Et beaucoup Jérémy de choses. Janingro, évidemment. Et Jérémy, Salut. bien sûr, depuis Lisbonne. Un frère. Un frère. La famille, le S, très bien, on a tout fait. Wesh. Et alors donc, maintenant qu'on a fait tout, Anthony, il y a quand même une réalité, c'est que moi, il y a quelque chose qui me fascine dans son histoire, une fois qu'on a dit qu'il avait du talent, c'est ce qu'on a fait Luis Enrique. C'est-à-dire que je ne sais pas quelle est la vérité. J'entends certains me dire qu'en fait, il n'avait pas voulu le lâcher avant janvier dernier pour lui apprendre à mieux défendre, tant qu'il n'était pas au point défensivement. D'autres considèrent qu'il a su changer et se rendre compte qu'il était une bête féroce en attaque. Je ne sais pas, sincèrement, la vérité. C'est peut-être un peu des deux. Quel est votre sentiment par rapport à ça ? Est-ce que sa progression vient essentiellement de sa défense aujourd'hui Le sentiment, c'était qu'il était à un moment donné utilisé quasiment à contre-nature par Luis Enrique. Et je pense que Luis Enrique connaît quand même un peu le foot, donc il savait ce qu'il faisait. Et moi, j'ai tendance à penser qu'il voulait lui faire justement le faire progresser sur ses points faibles, parce que les points forts de Nuno Mendes, je pense qu'il n'avait pas besoin de Luis Enrique pour les exploiter. C'est un tel talent que vous lui mettez n'importe quel coach, il va y arriver à déborder, à centrer et à faire ce qu'il savait faire. En revanche, lui apprendre ce qu'est défendre, ce qu'est tenir son couloir, ce qui reste quand même primordial pour un joueur à ce poste, c'était autre chose. Et c'est le grand mérite de Luis Enrique d'avoir su lui inculquer ça dans cette équipe-là. Donc, et dans un système où il doit aussi composer avec un autre latéral qui est aussi extrêmement fort dans ce registre, et où finalement ils sont des fois vous avez dans des équipes vous avez un latéral qui est comme ça et l'autre qui va compenser, là les deux sont capables de le faire, donc il y avait tout un équilibre à trouver et il devait s'insérer dans ce collectif là, et ça il y est arrivé à finalement mêler sa progression individuelle à la progression collective du PSG, parce que le moment où il bascule, c'est aussi le moment où avec d'autres ça se passe bien et le PSG devient ce qu'il est. Mais Ballon d'Or, c'est beaucoup ce que demande Adrien. Mais je sais que vous êtes un ça fin. veut pas dire qu'il le sera. Non, bien sûr, je sais que vous êtes un fin technicien, vous aimez les joueurs, finalement, quel que soit le maillot. Et on se le disait, dans les petits espaces, il est incroyable, il contre-attaque. C'est un joueur que vous aimez voir jouer ? Obligé. Et finalement, on a aimé le voir défendre aussi, parce que les prestations. En fait, le sel de sa saison, c'est ses prestations défensives. Face au monstre qu'il a eu. En Ligue des Champions, en Ligue des Champions, il a éteint tout le monde défensivement. Donc finalement, tu parlais d'équilibre. Même en Ligue des Nations, il y a mal à 5 minutes. Il a éteint tout le monde cette année. Donc finalement, si on doit un ballon d'or des défenseurs, il est pour lui. Et pour réaliser les souhaits d'Adrien, je pense que ça passe par cet été, en fait. C'est-à-dire que si le Portugal, qui a une équipe exceptionnelle, gagne la Coupe du Monde, que le PSG a encore fait bien en Ligue des Champions, il va finir juste par se battre avec Vitinha, du coup. Ce sera je pense que c'est ça qui marque un but en France. Non, mais il a raison, c'est peut-être l'année où presque l'année où jamais. En phase de groupe, il est pour lui. Si le Portugal la gagne. Monsieur, l'image de CR7 qui la soulève bras. Bah oui, voilà. La dernière fois que j'ai dit une bêtise sur le Ballon d'Or, j'ai failli me faire virer de l'équipe de Greg. C'était il y a 6 ans, Le Ballon d'Or, c'est le storytelling. Non, mais blague à part, si jamais on débat de Nuno Mendes éventuellement Ballon d'Or ou pas, ça passe par une grande
Coupe du Monde. Ça passe peut-être par être décisif en Ligue des Champions ou en Coupe du Monde. Et au moins, il pourra rejoindre le graphique d'Adrien sur le podium. Ça paraît tout Après, il a impacté les esprits parce que c'est quand même quelqu'un qui est top 10 du Ballon d'Or. C'était peut-être pas si évident une année où Hakimi est aussi fort et où certains le voyaient. Voilà. Je veux dire, il est impactant même visuellement pour un défenseur parce qu'on dit souvent les défenseurs on les voit pas ou quand ils font un beau tac c'est pas spectaculaire. Lui, c'est un défenseur spectaculaire, Séverine. Clairement, et moi ce que je me dis qu'il gagnera potentiellement, désolé Adrien, mais pas le Ballon d'Or, c'est que quand on voit la saison d'Hakimi, ce qu'il a fait, les images marquantes et qui termine finalement que 6e. Ah mais c'est vrai. Donc voilà, je me dis que pourquoi Nuno Mendes terminerait plus en marquant haut. en finale. Même si évidemment c'est des images marquantes le Ballon d'Or, il y a certains joueurs qui ont des maisons dans la tête des journalistes et des votants, donc ça c'est encore autre chose. Et donc voilà, donc moi c'est pour ça que je ne crois pas au Ballon d'Or, mais par contre il est. Mais c'est ça, en fait c'est ça. Mais est-ce qu'il va le devenir une star ou est-ce qu'il est condamné à être un formidable joueur de foot? Après, il faut voir un peu la personnalité. Est-ce qu'il est timide, pas timide, etc., extraverti, pas extraverti? Ça dépend un petit peu de ça. Mais par contre, il est dans la bonne équipe sur le PSG ou même avec le Portugal, qui est quand même sur papier une des meilleures équipes. Ah non, mais là, il est dans les 2 meilleures équipes où il faut jouer pour lui. Au monde, clairement. Je pense que le podium, pour rejoindre l'infographie, c'est même pas un débat. Il va y arriver. Mais tant que tu auras des générations d'attaquants, comme actuellement, Mbappé, Haaland, on a fait le débat il n'y a pas longtemps, ou Kane. Tant que tu as des attaquants qui sont à 40, 50 buts, ou Yamal. Non, mais Yamal, lui, il va faire parce que pour les votants, malheureusement. Il faut un triplé en finale de Coupe du Monde et un but de la tête en Ligue des Champions. Parce que sur une saison, les gars, ils vont toujours récompenser à la marge un défenseur qui est très bon. Ok, non, mais alors là, je suis d'accord. Mais maintenant, vous, ça m'intéresse. Parce que vous avez été devant les défenseurs. Vous avez joué avec des dizaines ou des centaines, même peut-être, de latéraux et de défenseurs centraux. Qu'est-ce qu'il a de différent de ceux que vous avez connus? Sans leur faire insulte, hein, bien sûr, ou injure plutôt. Alors, ce qu'il a de différent, déjà, c'est la progression rapide qu'il a eue sur l'aspect défensif. Parce que j'ai connu plein de défenseurs qui étaient bons en allant dans ce sens-là ou dans ce sens-là, mais rarement dans les deux sens. Nuno Mendes est devenu bon dans les deux sens. Bon, ça, c'est quand même assez rare et très rapidement. Il est beau. C'est un défenseur qui est beau. Il est magnifique à voir, ce joueur. Même quand il défend, c'est beau. En fait, il va un peu vite. Il va un peu vite. Mais hier, Ludo me disait qu'il était capable de rattraper les ailiers, qu'il l'avait cassez pas la chaise. Non, ma cheville, oui, par contre. Ça va aller, je préfère votre cheville que la chaise, parce que vous savez, on fait attention par terre, au budget. Mais hier, pardon, je vous coupe, mais pour vous aider à mieux rebondir, Ludo me disait que c'était un des rares défenseurs qui, quand il se faisait passer, revenait sur son ailier. Oui, parce qu'en vrai, si tu le mets à la course avec quelqu'un, il va reprendre 5 mètres à tout le monde. Enfin, à 90% des joueurs de haut niveau. Ben, si. Ouais. Donc ça veut dire que souvent, il peut même se permettre de tricher un petit peu parce qu'il sait qu'il a la capacité à revenir sur le gars. Donc moi, on aime tous tout chez lui. Maintenant, ce qui est intéressant par rapport au débat du jour, c'est est-ce qu'un jour, les votants, s'il n'y a pas but en fin de Coupe du Monde, est-ce qu'un jour, un joueur comme ça pourra avoir le Ballon d'Or? Moi, si j'étais votant, je le mettrais sur ma liste. Parce qu'effectivement, de par mon passé, mais je ne suis pas votant. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que sur le mérite sportif, c'est hyper injuste de se dire il faut juste qu'il marque en Coupe du Monde en finale pour avoir le Ballon d'Or. Après, il est dans l'équipe type de l'année et 9e cette année, par exemple. Vous voyez, c'est déjà... Bon. On a élargi le débat, mais le vrai débat, c'est est-ce qu'il peut l'avoir le Ballon d'Or? Mais en fait, c'est hyper injuste parce que tant qu'il y a Mbappé, Kane à ce niveau-là... Il l'a pas encore eu. Non, mais oui, mais les mecs, ils ont 50% de buts par saison, où il y a mal. C'est eux qui seront en priorité et lui sera sur le podium. Sauf s'il change de poste. Ah, mais non. Giovanni, est-ce que c'est une star au Sporting? Je demandais si c'était quelqu'un qui était capable d'attirer la lumière sur lui. Est-ce que chez lui, il a marqué les esprits? Est-ce qui fait que le PSG frappe au Portugal? C'est un joueur pour qui les gens ici ont une tendresse particulière parce que, alors, je ne le connais pas personnellement, mais tous les gens qui me parlent de lui sont dithyrambiques sur la personne qu'il est. Il est aussi pas mal investi dans la ville de Lisbonne où il a investi ses sous, un peu comme Jérôme l'a fait à Nice où il a racheté les 3/4 de la ville. Donc il est apprécié ici. Après, sur le phénomène star, par exemple, même si c'est pas un enfant du Sporting, Vitinha est un joueur qui est beaucoup plus référencé, beaucoup plus cité. Il y a beaucoup de tendresse et d'affection pour Nuno Mendes et il n'est pas encore, regardez, suivez bien mon droit, il n'est pas encore sur les remparts du stade José Alvalade comme Cristiano Ronaldo. Peut-être qu'un jour, s'il gagne le Ballon d'Or, comme l'a évoqué Adrien.
Merci Giovanni et bravo à Jérémy Jalingron qui sait, Travassos et Cristiano Ronaldo, qui sait zoomer sur il sait faire beaucoup de choses. Plus près, on est dans les narines de CR7, hein, les gars. C'est impeccable. Alors, on parlait de ce côté formidable, ce côté star. Les à côté du foot, aujourd'hui, ça compte. Alicia, je ne parle pas que des réseaux sociaux ou se faire voir, mais il a une passion qu'on ne connaissait pas. Bien sûr, vous parliez de cette personnalité discrète. Moi, j'ai appris quelque chose aujourd'hui concernant Nuno Mendes. Et les fans de mode autour de ce plateau, et je parle évidemment d'Anthony Clément en priorité, vont aimer ça parce que Nuno Mendes, c'est un fan de mode. D'ailleurs, ça va lui permettre de continuer d'étendre sa notoriété hors du terrain. Il est par exemple devenu l'égérie d'une marque de vêtements streetwear fondée par un certain Danny Williams, ancien footballeur. La mode qui est devenue une passion pour lui au fil de ses escapades parisiennes. En juillet dernier, avec 2 amis d'enfance, il lance à Lisbonne une boutique de vêtements. Il va alors expliquer aux Parisiens « J'avais envie de m'impliquer dans un projet qui reflète qui je suis en dehors du terrain. À Paris, j'ai découvert une vision différente de la mode. C'est là que tout se passe. » Ses amis d'enfance racontent aussi que la capitale française a façonné son style. Tout à l'heure, Jérôme Alonso disait qu'il était beau. Alors oui, j'ai compris, beau sur un terrain, mais il les porte bien aussi, ces vêtements. Et on a vu à quel point de grandes marques s'étaient ruées vers Ousmane Dembélé quand il a eu son ballon d'or. Ça peut peut-être lui donner des idées aussi. Mais voilà, c'est le Nuno Mendes fashion qu'on ne connaissait pas forcément. Il s'est rasé la tête d'ailleurs, pour aller plus vite. Bon, pour être aérodynamique. Vous étiez à 2 doigts de me sécher là. Heureusement, j'ai trouvé le mot aérodynamique. J'ai essayé aussi, figurez-vous. Mais Jérôme, il l'a fait, mais il va de moins en moins vite. Alors c'est quand même étonnant. Merci beaucoup, Adrien.